Tous, hein. Merci d'avoir répondu présent à ce webinaire donc sur la différence entre le budget du club et le budget de l'association. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me présenter et après, si on peut faire un petit tour de table sur vous présenter ce que vous faites dans votre club et vos attentes autour de ce webinaire. Et après, je vais pouvoir entamer la formation. Donc moi, je m'appelle Nicolas Triolet. Donc, je suis à la fédération depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, au poste de chargé de mission accompagnement financier des structures. Donc, mon travail à moi s'oriente tout autour de l'analyse financière et je fais également des formations de ce type-là pour les dirigeants de clubs, de CODEP et de comités régionaux. Et voilà. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et me dire un petit peu vos attentes autour de ce webinaire, s'il vous plaît? Hélène Renaudot, gym, club de gym volontaire Voiteur. Donc, je suis présidente depuis un an seulement Hmm. et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des conseils, des connaissances. D'accord, vous partez de zéro, vous avez quand même quelques connaissances en termes de budget, de finances. Euh, ben, moi, j'ai fait de l'informatique, donc au Hmm. cours de ma carrière, j'ai eu comptabilité, de finance, mais je ne suis pas spécialisée dans la comptabilité ni la finance, quoi. D'accord, On se forme sur le tas. pas de souci. Bon, je vais me présenter, Jean-Paul Villemer. Donc, je suis trésorier du club de la GV 105 Clément depuis 3 ans. Et bon, je fais partie aussi du comité départemental de Lyon. Et j'ai repris le poste de trésorier du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté depuis fin novembre l'année dernière. Les notions de budget, ça m'intéresse énormément. Bon, j'ai un passé d'informaticien avec contrôle de gestion, comptabilité RH. Donc, je connais un petit peu la comptabilité. Et je suis un jeune retraité, donc voilà, C'est pour j'ai ça. pas tout. Voilà. Bien, je vais prendre la parole. Donc, moi, je suis présidente de notre association depuis le mois d'octobre. J'ai travaillé en audit et en expertise comptable, donc les chiffres ne me gênent pas. Euh, j'ai préparé un budget pour demander des subventions locales. Je suis en attente d'informations pour avoir des petits conseils sur la meilleure manière de le présenter, puis de façon plus adaptée aux associations et notamment aux petites associations telles que sont les nôtres. Voilà. D'accord. Bon, ben, je vais prendre la main. Je suis Viviane Duret de l'association Sport Loisirs Sentier de Baume-les-Dames. Monter un budget, ben, ça m'intéresse parce que prochainement, je vais avoir mon assemblée générale. Mhm. Donc, j'aimerais voir si je fais tout correctement, D'accord, très à bien. partir du réel, enfin voilà. Oui, bonjour. Nicole Rust, je suis trésorière de l'AGVB de Belfort. J'ai des connaissances comptables parce que j'étais comptable active et je m'occupe donc d'une association et je voudrais vérifier quand même s'il n'y a pas des éléments qui m'échappent je fais des demandes de subventions, mais bon, on ne sait jamais. Donc, voilà, c'est toujours bon d'avoir des nouveaux renseignements. D'accord, très bien. Alors, je vais continuer. Donc, je suis Christelle Guello, je suis présidente du CODEP 21. Je suis aussi trésorière d'une association sur Dijon. Mm. Moi, je viens, c'est dans le but d'aider notre CD au CODEP
pour monter les budgets de toutes les demandes de subventions. Voilà. D'accord, très bien. Alors, j'ai pas vu, est-ce qu'il reste quelqu'un pour se présenter ou tout le monde s'est présenté? Bonjour, je suis Catherine de Kayser, je suis trésorière de la GV Castel à Dijon depuis environ 9 ans. Donc je viens pour vérifier que ce que je fais est correct. Voilà. Sinon, j'avais un passé de comptable, donc j'avais des notions de comptabilité, mais c'est vrai que passer à un budget d'association, c'est un peu différent. Donc voilà, je veux préciser D'accord, mes connaissances. très bien. Je crois que tout le monde a pu se présenter, il me semble. Donc, Marie-Hélène. Non? Non. Marie-Hélène, Ah oui, pardon. mais il n'y a pas de mal. Bonsoir à tous. Je suis à Tonnerre dans l'Yonne. Je suis trésorière du CODEP 89. Et ma présence ce soir, c'est pour avoir des informations certainement complémentaires à ce que je sais déjà. D'accord, très bien. Donc, pour tout vous expliquer, donc là, je vais pouvoir entamer cette formation-là. Donc, bon, je vois que vous avez quand même tous un passé, on va dire, plutôt proche ou lointain au niveau de comptabilité. Donc, c'est vrai que là, il y a peut-être une partie que vous allez déjà connaître. Mais pour ceux qui ne savent pas, je suis quand même obligé de passer par là. Donc, je vais pouvoir vous projeter le support que je vous enverrai, enfin que Emmanuel ou Jean-Paul vous enverra à la fin de ce webinaire. Je, je vais vous partager mon écran. Vous allez pouvoir me dire si vous le voyez ou pas. Oui, c'est bon. Enfin, C'est ouais. bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, très bien. Alors, j'aime bien que les formations elles soient assez interactives. Donc, si vous avez des questions quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez que je revienne sur une des slides, on peut le faire, il y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Ça sera avec un grand plaisir que je pourrai y répondre. Donc, pour le budget, ah, quelqu'un qui veut rentrer. Pour le budget de l'action et le budget de l'association, donc voilà comment va se décomposer cette formation-là. Donc, on va d'abord voir des notions au niveau du compte de résultat. Donc, la définition d'un compte de résultat, la notion de charge de produit, comment est structuré un compte de résultat. Deuxièmement, on va pouvoir voir donc le budget prévisionnel dans cette partie-là. Donc, on va pouvoir voir ce qu'est qu'un budget de club en fonction de la structure, de la taille du club et le budget de l'action. Donc, il y aura les définitions, son élaboration, sa présentation, donc adaptée aux besoins de la structure. Et je vais vous présenter deux exemples de budget, donc un budget associatif et un budget de projet, donc d'action, qu'a pu faire deux clubs pour le PSF. Et on terminera par deux cas pratiques. Donc, de base, quand on est en présentiel, je vous fais faire des cas pratiques, mais là, je vous les présenterai juste pour que vous compreniez le fonctionnement d'un budget. Donc, pour le compte de résultat. Donc, qu'est-ce qu'un compte de résultat? Donc, un compte de résultat, sa définition simple. Donc, un compte de résultat, c'est un document comptable clé qui résume l'activité financière d'une entreprise sur une période donnée. Donc, généralement sur un exercice comptable ou une année. Donc, pour nous, association sportive, c'est sur une année sportive. Donc, généralement, la plupart du temps, elle commence le 1er septembre et ça finit le 31 août de l'année suivante. Donc, il présente de manière synthétique les produits qu'on peut appeler revenus et les charges qu'on peut aussi appeler dépenses pour aboutir sur un résultat net qui donnera soit un bénéfice ou une perte à la structure. Donc, à quoi ça sert de faire un compte de résultat? Donc, ça permet premièrement de mesurer la performance de l'entreprise, d'analyser la rentabilité de sa structure, de prendre des décisions de gestion, donc augmenter ses dépenses ou les réduire d'autres fois quand on a un résultat qui est déficitaire.
Donc, ça permet également d'informer les parties prenantes. Ça peut être dans le cadre d'une assemblée générale et également de respecter les obligations légales que nous impose la juridiction française. Donc, pourquoi réaliser un compte de résultat pour nous, structures associatives? Donc, ça permet de présenter ces comptes lors de l'assemblée générale. Ça nous permet également de suivre la santé financière de l'association et de faire des dossiers de subvention ou bien préparer son budget prévisionnel. Quand on parle de compte de résultat, on parle de notion de charge et de produit. Donc, une charge, donc c'est une consommation réalisée au cours de l'exercice et qui contribue à diminuer la valeur patrimoniale de la structure. Une charge est donc une dépense, une sortie d'argent pour la structure. Donc, c'est quelque chose qui va venir appauvrir la structure. Donc, en exemple simple, on peut avoir de l'achat de matériel ou alors une dotation aux amortissements, dépréciations ou provisions. Concernant les produits, donc c'est une production ou une aide financière réalisée au cours de l'exercice et qui contribue à augmenter la valeur patrimoniale de la structure. Un produit est donc une recette ou une rentrée d'argent pour la structure, qu'on appellera aussi un enrichissement. Et en exemple simple, on a de la vente de marchandises ou une reprise sur provision. Jusque-là, est-ce que j'ai été assez clair ou est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Ok, très bien. Comment se décompose un compte de résultat? Donc, il peut se décomposer en trois parties. La première, donc, c'est la partie exploitation, donc avec d'un côté les charges d'exploitation et de l'autre côté les produits d'exploitation qui correspondent à l'activité courante de l'entreprise. Deuxièmement, on a les charges financières et les produits financiers qui, eux aussi, correspondent à l'activité courante. Et dans la troisième partie, on aura les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels qui, eux, par contre, ne sont pas de l'activité courante. Le calcul de toutes ces charges et produits donne un résultat, donc soit un résultat bénéficiaire, soit un résultat déficitaire qui amènera, je le rappelle, à un total équilibré parce qu'un compte de résultat est toujours équilibré après le résultat, et que ce soit un compte de résultat ou un budget. Donc, voici plus en détail une des catégories du compte de résultat. Donc, dans les charges d'exploitation, on va retrouver les comptes de la classe 6 avec premièrement les achats, les services extérieurs, ou les autres services extérieurs, les impôts, les charges de personnel ou les autres charges de gestion courante. Dans les produits d'exploitation, on va également retrouver les ventes de produits finis, la production stockée, la production immobilisée, les différentes subventions, que ce soit des subventions d'État, régionales, départementales ou d'autres organismes sociaux. Et on retrouvera également les autres produits de gestion courante, tels que la cotisation ou la part départementale pour les comités départementaux. Par la suite, on trouvera également, deuxièmement, donc les charges financières avec donc les charges d'intérêt, les intérêts pardon, des emprunts et des dettes, les charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement. On aura également dans les produits financiers donc les revenus des valeurs mobilières de placement ou les produits nets de cession. En charge exceptionnelle, donc là, c'est pas ce qui intéresse le plus nos clubs associatifs, donc nos clubs sportifs. Donc, c'est les charges et produits exceptionnels. On va retrouver donc des charges sur opérations de gestion, des pénalités, des amendes fiscales, ou alors enfin, des produits exceptionnels, mais vous n'en avez pas généralement beaucoup. Donc, ça, on passe rapidement sur cette partie-là. Donc, concernant une subvention, donc, c'est vrai que vous pouvez me poser des questions si vous le voulez sur une des subventions que j'ai gérées pendant un peu plus de 2 ans. Donc, c'est le PSF, donc le plan sportif fédéral. Donc, pour le PSF, ce qui est d'une des subventions proposées par la fédération. Donc, il faut savoir qu'une subvention attribuée doit être employée uniquement et conformément à l'objet pour lequel elle a été versée. Donc, si vous recevez de l'argent d'une subvention quelconque, vous devez utiliser cet argent-là uniquement pour l'action que vous aurez notifiée à l'organisme social et vous ne pouvez pas l'utiliser pour de la gestion courante de votre club ou de votre comité. Donc l'aide financière, il faut savoir que l'aide financière pour une subvention, elle est attribuée en année civile.
alors que l'exercice de la structure est en année sportive. Et donc, la subvention doit être obligatoirement engagée totalement ou partiellement pendant l'exercice N. Donc là, je sais que je vous ai un petit peu perdu. Je vais m'expliquer avec un exemple. Par exemple, pour le PSF de cette année-là, donc le PSF 25, il faut savoir que certains clubs, comités départemental ou régional, ont pu faire des demandes de PSF pour le PSF 25. Donc, cette demande-là se déroule pendant le premier semestre de l'année 2025. Vous allez recevoir la subvention au 31 août 2025 ou début septembre. Ça c'est l'ANS qui gère les subventions. Et donc, cette subvention-là, pour qu'elle soit active, il va falloir absolument que vous engagez des dépenses durant l'année 2025. Même si votre cours se passe en 2026, il faut engager des dépenses en 2025 pour qu'elles soient actives et que vous puissiez en bénéficier en 2026. Si vous commencez à engager des dépenses en 2026, l'Agence nationale du sport, au titre du PSF, vous demandera de rembourser les sommes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc nous, on est en année sportive, eux, ils sont en année civile. C'est la petite complication qu'on peut retrouver au sein de toutes les fédérations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire ou ça a été clair pour tout le monde? C'est bon. D'accord, très bien. Ce qu'il faut savoir, donc après toute demande de subvention, il faut faire un bilan financier. En tout cas, pour les subventions d'État, ils demandent un bilan financier qui est obligatoire à la fin de chaque subvention. Donc pour le PSF 2025, vous aurez un bilan financier obligatoire à faire et à rendre avant le 30 juin 2026. Si vous ne le retournez pas, il y a le remboursement intégral des sommes qui vont vous être demandées. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette formation-là, donc le budget prévisionnel d'un projet et le budget prévisionnel global de l'association. Ce qu'il faut savoir, donc, un budget prévisionnel, c'est un outil de gestion indispensable. Il permet d'anticiper ses besoins financiers futurs et de mieux maîtriser la gestion de la structure par son suivi. Il consiste à répartir toutes les charges et tous les produits relatifs au projet. Comme on l'a vu un peu plus tôt pour le compte de résultat, il doit également être à l'équilibre. Donc, on va avoir d'un côté les charges et les produits. On va avoir des charges fixes connues, des produits fixes connus et également des charges et produits aléatoires qui donneront un total. Et comme je le rappelle, il faut qu'ils soient à l'équilibre à la fin. Comment s'articule le budget prévisionnel? Donc, le budget prévisionnel du projet est inclus au budget prévisionnel global qui concerne la saison à venir. Pour vous donner un exemple, donc vous avez votre budget que vous avez voté en AG, donc votre budget prévisionnel voté en AG qui correspond à l'ensemble de la saison future. Un budget d'une action, c'est une toute petite partie de ce budget global que vous allez en extraire. Et donc, il y a trois raisons de l'établir. Donc, la première raison, elle est institutionnelle. Donc, les statuts de l'association précisent l'obligation de rendre compte des utilisations des ressources. L'Assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés et approuve également le budget prévisionnel. Il y a aussi une raison administrative. Donc, les budgets prévisionnels, que ce soit pour le projet ou pour l'association globale, sont exigés pour toute demande d'aide financière, telle que le PSF ou le PST. Donc, les partenaires ont besoin d'informations comptables et financières et vous le demanderont lors de ces demandes de subvention. Il y a aussi des raisons économiques. Donc, les raisons sont donc la maîtrise et le contrôle de la gestion impose d'anticiper ses besoins financiers futurs. Cela permet et facilite la prise de décision des dirigeants. Donc, pour l'élaboration de ce budget prévisionnel, donc, on peut distinguer trois étapes. Donc, la première étape, ce serait de connaître l'existant ou l'antériorité de ce qui a pu être fait auparavant. Donc, ça permettrait de comparer et d'analyser
de possibles comptes de résultats, donc avec faire des comparaisons avec ce qui a été fait avant. Ça permet également d'appréhender, pardon, l'actualité, donc avec un suivi des budgets en cours, avec des futurs besoins et moyens de financement à recenser. Et ça permettra également d'anticiper les informations collectées, donc de chiffrer au plus près de leur potentielle réalisation. Pour l'existant, donc connaître la connaissance de l'antériorité. Donc pour connaître l'antériorité de sa structure, il y a des lectures, des bilans d'action, d'activités ou comptes rendus d'assemblée générale qui ont pu avoir lieu auparavant. Donc ça va permettre de connaître le rythme des dépenses et des recettes de votre structure. Donc l'exécution budgétaire des budgets prévisionnels précédents, ça permettre de faire des comparaisons des budgets précédents, d'avoir des tendances en matière de statistiques. Ça va permettre d'éviter des risques de créances irrécouvrables et donc de connaître les habitudes ou les décisions en matière de politique comptable et financière. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Donc, concernant l'actualité, donc la connaissance des besoins futurs. Donc, pour connaître l'actualité et les besoins de la structure, il va falloir regarder les engagements pris à la dernière Assemblée générale. C'est à partir de cette base-là que vous allez pouvoir orienter votre budget prévisionnel pour les années à venir. Donc, en Assemblée générale, il y aura également donc, l'exécution du budget prévisionnel voté. Il y aura des nouvelles décisions en matière de politique comptable et financière et ça va permettre de connaître les moyens de financement mis en place, de les suivre et de trouver des solutions de financement à terme. Mais pour bien réaliser un budget prévisionnel, il faut faire des estimations parce que on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, on va essayer d'évaluer les besoins financiers de la structure au plus juste. Mais on estime qu'il y a deux gros risques en faisant ça. Donc, c'est avoir une évaluation insuffisante ou une surévaluation. Et selon ces deux évaluations-là, il va y avoir des risques en fonction de cela. Donc, avoir une évaluation insuffisante, surtout au niveau des charges, ça peut mettre à mal votre structure parce que vous allez avoir des dépenses imprévues qui vont venir gonfler vos charges et vous aurez potentiellement des produits qui ne pourront pas couvrir toutes ces dépenses-là, et ce qui va déséquilibrer fortement votre budget. Et donc, il y aura des actions à mener si c'est le cas. Mais également dans la surévaluation, si vous surévaluez vos produits, et ben là aussi, vous allez devoir mener des actions pour réduire ça, sinon vous allez avoir un déséquilibre budgétaire et ça sera assez compliqué de revenir à un niveau normal. Donc, on demande également d'être prudent, donc de ne pas surévaluer ou de faire des évaluations insuffisantes, mais encore une fois, d'être au plus juste. Et pour être au plus juste, il faut regarder ce qui a été fait auparavant. Ça va permettre d'avoir une évaluation assez précise. Donc, voici un exemple de budget prévisionnel qu'une structure peut avoir. Donc, chacun a son modèle bien défini. Ça, c'est un des modèles que vous pouvez utiliser. Donc là, on va se baser au niveau des charges. Donc là, par exemple, admettons, on est en AG. Le budget prévisionnel au niveau des charges est tel que pour le matériel, nous prévoyons 462 euros de matériel. Pour les frais de format, 423 euros. Pour de l'hébergement, 120 euros. De la restauration, 230 euros. Et des frais de personnel à 3522 euros, ce qui nous donne un total de charges à 4 813 euros. Donc ça, c'est le budget prévisionnel qui va être voté en AG. Oui, il y a une question? Vraiment, il n'y a pas de question. Si, Ah oui, j'avais une dites-moi. question.
pourquoi on prend pas comme modèle le même modèle que le compte de résultat? Pourquoi on reprend pas exactement le même format que le compte des résultats pour le budget prévisionnel? Alors, vous pouvez, donc c'est pas le format, enfin là c'est un des formats disponibles, donc là c'est d'avoir une colonne charge. Après là, comme j'avais un petit espace, j'ai pas pu prendre exactement le modèle d'un compte de résultat, mais comme un budget reprend le modèle d'un compte de résultat, vous pouvez très bien le faire. Ça c'est Mm. selon, c'est à votre convenance. Mm. D'accord. Mm. Là, pour le budget prévisionnel qui a été voté en AG, donc on prévoit 4 813 euros de charges. On va se placer, alors ça aussi, c'est selon, selon les structures. Il y a des structures qui aiment bien suivre son budget mensuellement. Il y en a qui préfèrent trimestriellement. Il y en a qui le font plutôt qu'une fois par an. Ça aussi, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer vos dépenses. Mais là, admettons qu'on regarde nos charges tous les 3 mois. Là, donc, on va voir dans la colonne grise les charges réalisées, on va dire 3 mois plus tard. On va s'apercevoir que pour le matériel, en ce début de saison, en fait, on n'a pas eu 462 euros de dépenses, mais on a eu 614 euros. 614,50 € de dépenses. Pour la restauration, on voit qu'on a moins dépensé, on est à 120 euros au lieu de 230. Pour les frais de personnel, il y a eu plusieurs cours qui ont été supprimés où l'animateur n'a pas pu être là. On a des frais de personnel qui ont diminué. On n'a plus que 2 818 euros. Et on constate donc que 3 mois plus tard, on est à 4 106 euros en fonction de ce qu'on avait prévu. Alors là, donc, il y a deux types il y a deux types de cas. Donc, il y a le cas où on a prévu des dépenses à 4 813 euros et que 3 mois après, on est quasiment à ces 4 813 euros. Donc, on va pouvoir ajuster notre budget pour minimiser les dépenses futures. Ou alors, on sait qu'il nous reste de l'argent et on va en rentrer d'autres parce qu'on a fait des économies sur certains postes. Alors là, on va pouvoir engager plus de dépenses, donc peut-être passer de un cours à 2 cours par semaine, donc ce qui va augmenter nos frais de personnel et nos frais de matériel. Donc tout cela, donc les écarts constatés vont permettre d'ajuster votre budget futur et dans la colonne violette, vous allez actualiser votre budget en fonction des écarts que vous avez constatés euh, par rapport à votre budget prévisionnel initial. Et après, bon, là, moi j'ai mis charge prévisionnelle 2026-2027, mais c'était pour vous dire que vous allez utiliser l'antériorité pour faire le budget prévisionnel 2026-2027. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre suivi de budget prévisionnel. Est-ce que je suis assez clair ou j'ai été un peu flou pour certaines personnes? Oui, on m'entend toujours? Oui, c'est bon. Ah, ok, très bien. Donc c'est bon C'est pour tout le bon monde? pour moi. Ok, très bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez, bien sûr. Ben, Oui, j'en ai une. oui. C'est quand on va à une assemblée générale fin juin, par exemple, Mhm. et que l'exercice se termine 31 août. C'est possible, hein, c'est-à-dire on Oui. fait l'assemblée générale avant. Et on va présenter des projets et, et le tarif de la cotisation et de la licence. Et après, on présente un budget prévisionnel. Mais si les projets ne sont pas votés, le budget prévisionnel est faux, quoi. Prévisionnel est faux, quoi. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi. C'est-à-dire on est obligé de présenter un budget prévisionnel alors qu'on ne sait même pas si les projets sont adoptés, quoi. Euh, Euh, alors, c'est vrai que bon, après, il y a quand même des tendances à savoir si les projets sont acceptés ou non, mais ça, c'est le risque. Par exemple, si vous faites une demande de subvention et que vous prévoyez dans votre budget prévisionnel donc 5 000 € de subvention, on va dire PSF, et que vous avez que 2 500.
Là, effectivement, donc c'est un des risques que beaucoup de clubs ou structures départementales ou régionales ont. Et en fait, ce qu'il faut savoir, donc il faut gonfler un petit peu son budget prévisionnel pour éventuellement retomber sur nos pieds si, si on a un petit peu moins de subventions ou autres. Mais là, là, parce que là, vous m'avez dit que vous avez potentiellement une AG donc fin juin. Donc c'est vrai que bon, c'est possible, mais c'est des cas quand même qui restent assez rares et c'est pas ce que nous on préconise parce que vous allez devoir clôturer vos comptes au 30 juin, je crois que c'est ça que vous m'avez dit, au 30 juin. Oui, Ouais, mais bon, il se passe pas grand-chose en juillet-août. ouais, mais, en Euh, fait, c'est qu'un provisoire. Et par exemple, pour toute demande de subvention d'État donc, qui se passe sur le compte Asso, il vous demande un compte de résultat et un bilan au 31 août de l'année en question. Donc, vous allez devoir en refaire un autre. Donc, ça, mhm, c'est le problème d'avoir une AG, on va dire, un peu plus tôt que enfin, avant le 31 août de l'année en question. Donc vous allez devoir, ça va vous faire un double travail et vous allez devoir refaire un budget prévisionnel, un compte de résultat et un bilan si vous voulez bénéficier de subventions. mhm, d'accord. Donc après ça, c'est pas parce que vous le faites après bon, c'est pas grave si vous l'avez avant le 31 août, mais ce qu'il faut savoir donc c'est que vous pouvez changer ce mode de fonctionnement. Donc c'est un vote à faire en AG et il faudra changer vos statuts pour avoir un exercice comptable du 1er septembre au 31 août. Mais c'est pas quelque chose d'irréversible en tout cas. Mais c'est le cas. On a un exercice comptable du 1er septembre 31 août, Mhm. sauf qu'on fait l'Assemblée générale fin juin. Voilà. D'accord. Mais vous refaites par la suite un compte de résultats et un bilan ou Non, non, pas? non, non. Non, on fait tout pendant l'Assemblée générale. Enfin, enfin, moi, c'est la première année hein, que je fais, donc je continue à faire comme on faisait avant, quoi. Mhm. Voilà. Alors, bah, donc si c'est un mode de fonctionnement que vous avez adopté, donc bon, bah, c'est un mode qui est quand même assez qui est pas recommandé, mais qui n'est pas non plus rédhibitoire. Mais c'est juste que si vous voulez bénéficier de subventions d'État, en tout cas, sachez que il y a un risque qu'il ne soit pas accepté parce que vous n'avez pas vos comptes clos au 31 août. Voilà, donc c'est un des Mhm. risques, mais voilà. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y Mhm. a une autre question? Je ne crois pas. Ok. Alors, ce qu'on vous conseille dans tout ce que je viens de dire, donc pour le budget prévisionnel, donc c'est de conserver une trace de vos travaux. Ça permet du coup donc la création d'un historique, de faire la préparation du rapport financier, de contribuer à une meilleure présentation de ces budgets aux partenaires et de faciliter la compréhension et l'intégration de tout nouveau dirigeant. Et comment? Donc c'est un fichier dédié à cette information-là, donc avec différents onglets prévus au classeur du budget prévisionnel de la structure en fonction des années. Et je le rappelle que les comptes annuels et le budget prévisionnel sont votés en assemblée générale. Donc là, on va passer à un exemple de budget associatif et de budget du club. Donc pour le budget de l'association, qu'on appelle également budget global, donc c'est celui qui est voté en assemblée générale. Donc c'est le budget de l'association qui représente l'ensemble des ressources et des dépenses prévues pour son fonctionnement annuel, donc tout projet et activité confondus. Donc, ce qui va contenir, donc il va y avoir la cotisation des membres, les subventions de fonctionnement, les salaires et les charges, les loyers des locaux, l'assurance, les achats courants et les petits événements ou toute autre dépense ou revenu que vous aurez au sein de votre structure. Donc ça, c'est le budget global. Et pour le budget d'un projet, donc le budget d'un projet, ça concerne uniquement une action spécifique et ponctuelle portée par l'association. Donc que ce soit un événement, un cours, une formation ou la création d'une activité, pardon. Et le contenu, donc ça va être les recettes liées au projet, donc la subvention dédiée, les sponsors, les cotisations ou les autres subventions que vous pourrez rajouter à ce budget prévisionnel.
Il va y avoir également les dépenses propres au budget, donc la location de salle, la communication, les intervenants, le matériel, les animateurs, et donc les ressources humaines affectées au projet. Donc, pour vous donner un exemple visuel, je vais vous partager deux types de budgets qu'on a pu recevoir. Donc, c'est deux CERFA de structures qui ont fait pour la subvention PSF de cette année-là. Donc, voilà comment est un budget un prévisionnel, le modèle de budget prévisionnel de l'État. Donc, c'est un numéro de CERFA, ils sont tous identiques. Et donc la structure vient marquer ses dépenses et ses recettes directement dessus. Et sauf que quand on a reçu cette demande de subvention-là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de dépenses et de recettes pour la création d'un cours. Et donc, comment on peut le voir? Donc, pour la création d'un cours d'un club, donc on sait qu'il va pas y avoir 200, 300 personnes là à ce cours. Et la personne nous marque que pour ce cours-là, il va y avoir 35 000 euros de recettes au niveau des cotisations. Que pour ce cours, elle va rémunérer son personnel à hauteur de 20 000 euros avec des charges sociales à 7 500 euros. Donc, tous ces indicateurs-là, ça nous permet de comprendre que, en fait, elle a mis le budget global de son association et pas celui du projet. Donc après ça, c'est une discussion que va avoir l'Agence nationale du sport, donc qui gère cette subvention-là, savoir si cette subvention va pouvoir être accordée à cette structure ou non, parce qu'elle a mis son budget global de l'action et pas son budget prévisionnel. Et donc, comme eux, ils doivent évaluer donc la rentabilité du cours et toutes les dépenses qu'il va y avoir autour de la création de ce cours-là. Là, ils vont pas pouvoir le faire. Donc, c'est un dossier qui peut potentiellement être refusé. A contrario, donc voici l'exemple d'un budget pour également, on va appeler ça de la création d'un cours. Donc pour la création de ce cours-là, donc ça c'est un bon budget prévisionnel de l'action. On peut voir que il y a 700 euros d'achat, donc c'est un petit peu de matériel pour la création d'un cours. On voit qu'il demande 1500 euros à hauteur, enfin au titre du PSF. Qui demande 500 euros à son conseil départemental de Côte d'Or et 500 euros à la mairie de Fenay. En charge de personnel, on voit que pour la création de ce cours-là, tout au long de l'année, il va y avoir 2000 euros de rémunération de personnel, ce qui correspond à un ou deux cours par mois tout au long de l'année. Et ils ajoutent 200 euros de fonds propres, donc pour un total produit et de charges de 2700 euros. Donc là, on est face à un budget prévisionnel de l'action qui est conforme et qui va pouvoir être évalué de façon simple et synthétique pour l'Agence nationale du sport. Donc voilà les deux exemples qu'on peut trouver pour les différentes subventions, donc que ce soit des subventions d'État, des subventions régionales, départementales ou de d'autres partenaires, de d'autres partenaires sociaux. Il faut faire très attention à bien remplir son budget parce que de mauvais montants inscrits ou un budget de l'association dans sa globalité peut connaître un refus total de la subvention et évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite. Pour bien comprendre un budget prévisionnel de l'action et du budget, donc il va y avoir des calculs intermédiaires. Donc, on distingue deux types de charges. Donc, les charges directes, donc c'est des charges dont l'affectation est possible de manière immédiate. Il n'y a pas besoin de calculs intermédiaires. Donc, il va y avoir l'achat de marchandises, les matières premières, les fournitures consommables, la main-d'œuvre directe. Il va également avoir les charges indirectes, donc c'est les charges dont l'affectation immédiate est impossible, donc qui nécessitent un calcul intermédiaire, comme les salaires, le loyer, de la location, de l'assurance. Donc ça, c'est des charges indirectes. Pour l'exemple, j'aime bien prendre l'exemple du PSF. On, il,
je prends la structure qui aurait comme exemple donc, la location d'un photocopieur et elle a un coût annuel de la location du photocopieur de 5 000 euros. Donc dans son budget global de son association, il y a une ligne location photocopieur 5 000 euros. Sauf que pour le PSF, qui juste ça va être, on va dire, un événement de 4 jours, elle va avoir besoin de son photocopieur pendant 4 jours. Donc dans son budget, non pas global, mais là de l'action, on va faire un calcul simple. Donc on va estimer le coût journalier du photocopieur. Donc on va faire 5 000 divisé par 360, donc qui va nous donner 13,89 € par jour. Et on va faire 13,89 € fois 4, donc le nombre de jours d'utilisation de ce photocopieur pour l'action, donc 55,56 € de frais administratifs liés à l'action. Donc dans notre budget global, on aura bien les 5 000 euros, mais dans notre budget de l'action, on aura 55,56 €. Est-ce que j'ai été clair ou je reviens sur un des points? C'est clair. Ok, très bien. Donc ça a été une demande. Donc moi, je vais vous présenter ce qu'il faut présenter lors de votre assemblée générale, on va dire côté finance. Donc il y a des choses à présenter obligatoires et d'autres qui sont plutôt facultatives, mais qui sont quand même appréciées par, euh, par vos différents interlocuteurs présents au sein de vos assemblées générales. Donc le rapport moral, ça en fait partie, donc c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est régulièrement réalisé par les différentes structures. Donc un rapport moral, ça va permettre l'explication de ce qui s'est passé durant l'année. C'est généralement le président de la structure qui le fait, donc il explique ce qui s'est passé, il va remercier les bénévoles, les partenaires sociaux, qui va pouvoir remercier ses équipes pour le travail fourni. Donc ça va être le rapport moral. Ce qu'on va retrouver, et donc là de façon obligatoire, donc c'est le rapport d'activité. Donc dans le rapport d'activité, on va avoir le bilan de toutes les activités qui se sont passées, donc le bilan des événements marquants, les objectifs atteints et les difficultés rencontrées. Autre document obligatoire, donc ça va être le rapport financier. Dans ce rapport financier, on va avoir le compte de résultat, on va avoir le bilan comptable, l'explication des écarts ou situations exceptionnelles. Il va y avoir également la validation des comptes par un commissaire aux comptes, donc si requis. Donc ça, c'est pour toutes les structures qui ont des budgets supérieurs à 157 000 euros, ou alors un simple vérificateur aux comptes, pardon. Et quatrièmement, il va y avoir la présentation des projets pour l'année à venir et dont le budget prévisionnel dont on a parlé. Donc dedans, il va y avoir les objectifs, les événements, les partenariats envisagés, les projets de développement et la présentation du budget prévisionnel. Donc voilà, ça c'est au niveau financier, voilà ce qu'il faut, ce qu'on conseille de présenter aux assemblées générales. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette partie-là? Oui, si on n'a pas de vérificateur au compte. Alors, ça, c'est dans les statuts, hein, normalement. C'est obligatoire que quelqu'un vérifie vos comptes. Alors après, les toutes petites structures, elles en ont pas forcément toutes, mais non, enfin, elles n'ont pas forcément un vérificateur au compte, et certainement pas un commissaire au compte qui est pour le coup qui nécessite de dépenser de l'argent. Mais normalement, il faut faire vérifier vos comptes. C'est une des obligations. Normalement, c'est écrit dans vos statuts. Après, comme je vous l'ai dit, les petites structures, elles le font pas forcément. Et ça, bon, bah, c'est selon vous, mais c'est une des obligations quand même. Quel est le risque si on n'en a pas et qu'on peut pas, qu'ils ne sont pas vérifiés? Alors, je peux pas vous dire les risques parce que je suis pas juriste, mais en tout cas, je sais qu'il y a des sanctions juridiques qui peuvent vous tomber dessus. Il faudra que je me renseigne sur les risques qu'il n'y ait pas un vérificateur au compte. Mais en tout cas, il peut y avoir des risques. Mais pour qu'on vienne vérifier hein, les comptes d'un tout petit club, ça ne se fait généralement pas, mais il faut quand même faire attention au cas où il regarde les comptes. Pardon, est-ce que ça peut être un adhérent de l'association?
Non, alors ça peut être. Non, il faut que ça soit une personne quand même extérieure à Extérieur. l'association parce que sinon ça serait un peu trop simple. Mais non, non, il faut quand même que ça soit quelqu'un de l'extérieur Et quelqu'un qui n'a pas le droit de vote. également. également. Mais est-ce qu'il lui faut un statut particulier? Non, parce que ça peut être, c'est Ok. quelqu'un qui doit s'y connaître en comptabilité, mais Oui, quand même. je vais donner à titre d'exemple, je sais qu'on a une association qui fait vérifier ses comptes par la boulangerie de sa ville qui, elle, enfin, dispose d'une comptabilité et qui peut vérifier des comptes simples d'une association parce que c'est vrai qu'il y a des clubs ils ont quelques lignes. C'est très facilement vérifiable et donc ils le font auprès bah là, de la boulangerie en question. Mais bien Ok. évidemment, il faut un vérificateur au compte qui a des connaissances Ah en oui. comptabilité. Un comptable en retraite, par exemple? Bah alors là, oui, ça, c'est totalement justifiable. Dans le Ah, rapport moral, je Mhm. pensais qu'on mettait plutôt le concept, quoi, le concept de l'association, les concepts, et explication de ce qui s'est passé durant l'année. Moi, je pensais plutôt le rapport d'activité, en fait. L'activité. Mm. Mm. Alors, il faut bien faire la distinction entre rapport moral et rapport d'activité. Donc là, j'étais avec un président de comité départemental aujourd'hui et on parlait effectivement de cette slide-là et il m'indiquait il y a bien une distinction entre rapport moral et rapport d'activité. Après, le rapport moral, il n'est pas obligatoire et on y met un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc quand je marque explication de ce qui s'est passé durant l'année, ça c'est en fonction de, enfin c'est vous qui voyez. Le rapport moral, c'est juste, c'est l'introduction à l'Assemblée générale, c'est pouvoir remercier un petit peu toutes ces équipes, tous les partenaires au long de l'année qui ont contribué au bon développement de l'association. Mais c'est pas obligatoire contrairement aux trois autres. Donc on y met un petit peu ce qu'on veut dans le rapport moral. D'accord. Mm. Une question par rapport au vérificateur au compte, comment Oui. on apporte la preuve que ça a été vérifié? Ah bah, il y a un document à Oui, rendre. alors, excusez-moi, j'étais en train de parler. Et oui, effectivement, il y a un document et il doit signer, enfin, il écrit une feuille. Je sous-signais Monsieur Dupont avoir vérifié les comptes de l'association X tel jour, à telle heure et à tel endroit. Et voilà, donc c'est un document qui vous permet, enfin, qui atteste la vérification au compte, enfin, la vérification des comptes, pardon. D'accord, merci. j'aurais une question sur le rapport financier pour une association. On présente le compte de résultat, le bilan comptable et le budget prévisionnel. Est-ce qu'on est obligé de présenter un budget prévisionnel sur plusieurs années ou pas? Non, alors le budget Deux. prévisionnel, c'est forcément pour l'année suivante. Je sais que pour les clubs, ils le font pas, ça, c'est quelque Non, chose parce mais que ouais, il le fait, l'ancien trésorier le faisait sur 2 ans. Donc, oui, alors Oui, c'est une demande. c'est l'idéal de le faire sur 2 ans, donc ça permet de bien connaître ses besoins futurs, mais c'est pas une obligation. d'accord. C'est pas, c'est Et au là, minimum une année et après on fait en fonction de ses besoins. d'accord. Oui, parce que déjà, de le faire sur une année, des fois, c'est un Oui, peu, c'est assez compliqué. c'est assez compliqué. Sur 2 ans, oui, Évaluer justement, c'est c'est très compliqué et surtout en ce moment au niveau des subventions. Donc quand on voit ce qui se passe un petit peu dans l'actualité, c'est très difficile d'estimer les montants qu'on aura lors des prochaines subventions. donc c'est pour ça que moi, je Donc vaut me... mieux pas s'avancer trop loin en tout cas en ce moment dans les budgets prévisionnels à N+2. D'accord. Donc, il n'y a pas d'obligation, donc je peux Non, arrêter. non, non, non. Non. Dans le rapport d'activité, il est indiqué objectif atteint et difficultés rencontrées. Mais les difficultés rencontrées, est-ce que ça risque pas de froisser les personnes qui sont là, qui ont été invitées, les partenaires, des choses comme ça? Euh, alors, effectivement, donc on peut. Il faut bien l'amener. Donc c'est pas pointer du doigt les défaillances qu'il y a eu. Ça peut être le fait que donc il y a on peut alors au lieu de dire difficulté rencontrée, on peut appeler ça axe d'amélioration.
si on préfère, mais ça permet juste de retracer les difficultés rencontrées durant l'année et de ne pas les reproduire pour les années suivantes ou d'améliorer certains points. Mais effectivement, le but, c'est pas de froisser les partenaires qui viennent à l'Assemblée générale. Mais effectivement, notre difficulté rencontrée, on peut appeler ça axe de développement si on préfère. Oui, mais ça peut être par exemple une salle qu'on n'a plus ou des choses comme ça. Donc, c'est bien une difficulté rencontrée. Donc, on le met bien dans ce rapport Alors, d'activité. Euh, alors, rapport d'activité, donc ce que j'ai mis entre parenthèses, donc c'est pas ce qui doit figurer obligatoirement dans un rapport d'activité. D'accord. Il y a différentes sections dans un rapport d'activité, on y met un petit peu ce qu'on veut. Le bilan des activités, pour le coup, c'est obligatoire. Après, les événements marquants, les objectifs atteints, les difficultés rencontrées, ça vient en complément si vous le souhaitez. OK. C'est pas obligatoire qu'il y ait tous ces objets-là. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce qu'il faut présenter en assemblée générale? Non, moi, Bon, c'est clair. je vais continuer. Pour les cas pratiques, mais bon, comme on est à distance, d'habitude, j'aime bien vous faire participer un petit peu à ces ateliers-là. Là, comme on est en distance, c'est un peu plus compliqué. Je vais juste vous présenter un cas pratique et comment on peut réaliser un budget prévisionnel en fonction d'un de ces cas pratiques-là. On va prendre un exemple de création d'un cours. Donc, c'est la création d'un programme gym après cancer. Alors, pour la présentation de cet exemple-là, euh, le cas nous dit que donc, il y a une formation de 35 heures. Le programme dure 36 semaines, soit 10 mois, avec 3 séances hebdomadaires, 2 en salle, un en extérieur, ce qui fait 72 séances en salle et 36 en extérieur, avec un total de 108 séances pour un public bénéficiaire de 12 personnes. Dans le budget prévisionnel, il va y avoir la formation de l'animateur, l'achat de matériel et la mise en place du programme. Donc là, on va un petit peu lister tous les besoins qu'on va avoir pour la création de ce cours-là. Donc, premièrement, on va se noter qu'on va avoir des frais pédagogiques de 542,50 € avec des frais de dossier de 20 €. Donc notre animateur, il n'a pas forcément les connaissances pour réaliser un cours de gym après cancer, mais c'est notre seul animateur ou alors il a envie d'apprendre et on décide de lui payer une formation pour le gym après cancer et on l'envoie en formation pour cette action-là. Donc on va avoir des frais pédagogiques de 542 € avec des frais de dossier de 20 € pour pouvoir l'inscrire à une formation pour qu'il puisse réaliser ce cours-là. On va avoir de l'achat de matériel, donc on va se dire on aura besoin de 12 tapis, donc un par personne, 4 cardio, 12 balles de massage, 12 ballons et un sac, pour un total de 348,50 € parce qu'on a regardé sur Internet, sur Decathlon, et on s'est dit, bon bah j'ai besoin de tout ça, ça me fait un total de 348 €, donc on se le note. Il va y avoir des frais de transport sur achat, donc de 27 €. Il va y avoir une location de salle pratique durant toute l'année pour 864 €. Des frais de restauration et d'hébergement pour 540 €. Des frais de communication pour 200 €. Des frais de personnel, donc la rémunération du personnel pour 4 158 €. Donc là, je décompose un petit peu le contrat de l'animateur, mais on ne va pas y venir tout de suite. Il y a des frais généraux pour 270 €. Donc là, c'est une ligne parce que c'était un exemple pour les comités départementaux, mais là, on va prendre dans le cadre, on va pas prendre de la FPT, mais on va dire du département. On a le département qui nous donne 2 800 € de subvention. Et on a des partenaires santé qui ont prévu de nous donner 650 € pour nous aider à la création de ce cours-là. Et on autofinance, nous, association, donc ça s'appelle des fonds propres. On met des fonds propres à hauteur de 3 170 €.
Donc là, on a listé tous nos besoins pour ce cours-là. Donc là, on va pouvoir réaliser notre budget prévisionnel. Donc tout ce qui va dans charge, tout ce qui va dans produit, on essaye de le séparer et on voit que dans nos charges, on a des frais de formation, de l'achat de matériel, de la location de salle, des frais de communication, des frais de personnel. Et tout cela, ça nous donne 6 970 euros. De l'autre côté, pour cette action-là, on sait qu'on a le département qui nous donne 2 800 euros. Le comité régional décide de participer à hauteur de 350 euros. Nos partenaires santé par exemple, l'hôpital qui dit bon, bah, nous, on aimerait bien participer à ces cours pour nos patients qui sortent de cancer. On décide de vous aider à hauteur de 650 euros. Et donc, pour la participation, l'autofinancement, c'est les fonds propres. On met à hauteur de 3 170 euros. Donc là, on a un total qui est bien équilibré à 6 970. Mais généralement, pour estimer nos fonds propres, c'est souvent le reliquat. Les charges, généralement, on les sait à l'avance, donc on sait qu'on va avoir 6 970 euros. On sait combien va nous donner la mairie, le département, nos partenaires sociaux. Et en fait, on calcule toutes ces subventions qu'on va avoir et avec nos cotisations. Et on voit que notre budget il est déséquilibré à hauteur de 1000 euros, ou là, pour le coup, de 3 170 euros. Donc, on va mettre de notre poche le reliquat pour qu'on puisse avoir un budget prévisionnel à l'équilibre. Est-ce que j'ai été clair ou j'ai été un peu vite? Bah, moi, je comprends juste pas cette présentation de pas faire apparaître un résultat déficitaire sur l'opération. Mais je sais que sur une des slides, j'avais vu apparaître l'info comme quoi on ne devait pas faire apparaître ou d'excédent ou de perte sur un budget prévisionnel. Hmm. Mais la présentation me surprend, mais c'est sûrement qu'il faut faire comme ça. Alors ça, c'est ce que nous imposent généralement tous les organismes qui proposent des subventions. D'accord. Et en fait, ils nous demandent d'établir des budgets prévisionnels à l'équilibre. Je sais que peut-être durant votre carrière ou dans d'autres sociétés, il y en a, je sais, qui prévoient des budgets déficitaires ou excédentaires. Mais en tout cas, en associatif, on demande très très régulièrement des budgets à l'équilibre. Alors ça, c'est pas moi qui le décide, D'accord. Non, mais c'était mais une voilà. question, mais Non, on peut non, le non, faire. mais c'est une bonne remarque parce que pour des personnes qui viennent du privé, généralement, ils ont pu voir au cours de leur carrière des budgets à l'équilibre, pardon, excédentaires ou déficitaires. Hmm. Et ça les surprend quand on leur dit qu'il faut que les organismes associatifs demandent des budgets à l'équilibre. Mais par Parce qu'en exemple, fait, oui, pardon, pardon. excusez-moi. Non, non, Si dites-moi. moi je le présente comme ça, par exemple, à notre association, c'est-à-dire que je dis on va être déficitaire ou pas, enfin je prévois. Et donc c'est une erreur quand je le présente en AG. Euh, alors, j'ai envie de vous dire oui, enfin, c'est très compliqué de dire que c'est une erreur. C'est un budget prévisionnel associatif, parce que normalement, on le sait, toute association est à but non lucratif. Donc, c'est pour ça qu'on présente généralement des budgets à l'équilibre. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est très grave si vous proposez en Assemblée générale un budget excédentaire ou déficitaire. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que si vous décidez d'avoir une subvention quelconque et que vous présentez un budget qui n'est pas équilibré, ça peut être une des conditions de refus pour votre projet. Oui, d'accord. Non, mais ça, je comprends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'après, c'est difficile à visualiser. Bon, la Exactement. règle est comme Mais ça. Mais quand on explique à quelqu'un, bon, voilà, participation, autofinancement, bah, après, ça demande à expliquer qu'on prend sur dans la sa trésorerie, trésorerie. Ouais. exactement. Bon, mais Exactement. Mais je sais il y en a certains qui présentent des budgets à l'équilibre, mais de par nature, ils savent que chaque année, ils gonflent un petit peu leurs charges ou leurs produits, enfin peu importe. Et en fait, pour Hmm. avoir un résultat équilibré, mais ils savent de par nature de leur activité qu'ils vont avoir un excédent à la fin de l'année.
on le sait généralement quand on fait un budget, quand on gonfle nos charges, c'est qu'on on va avoir un équilibre entre charges et produits, mais que si on les gonfle, on sait qu'on va en avoir moins, pardon, et à la fin, on aura un excédent. Parce qu'en D'accord. fait, le but, par exemple, pour un PSF, le but, c'est d'accompagner les structures à la création d'un cours ou d'un événement, peu importe. Mais c'est pas, le but premier, c'est pas qu'ils dégagent des bénéfices. C'est pour ça que généralement, ils demandent un budget à l'équilibre. Hmm. Ok. Bon, merci. Mais du coup, quand on fait, là, c'est un budget prévisionnel à présenter en association, mais si on fait une demande de subvention, notre budget prévisionnel, il faut qu'il soit aussi à l'équilibre. Oui. Mais on ne connaît pas le montant de la subvention. Donc, est-ce qu'on peut mettre subvention, je ne sais pas quoi, Oui, PSF 3170, c'est ce qu'on demande, quoi, pour avoir l'équilibre. Euh, exactement. C'est ça qu'il faut alors, faire. Alors, en fait, donc, quand vous faites une demande de subvention, donc vous demandez un montant X euros Hein. à l'organisme. Alors, généralement, vous n'avez pas 100% de cette demande-là. Oui, Mais en fait, quand on vous demande un budget à l'équilibre, c'est que vous mettez votre demande, donc vous avez prévu 3170 euros, vous le mettez dans votre budget à l'équilibre, vous envoyez vos documents à l'organisme social, eux, ils regardent votre document comme s'ils allaient vous donner 3170 euros. Après, c'est eux qui décident du montant qu'ils oui, vont bien vous sûr. donner. Et Oui, s'ils oui. vous donnent moins, ils savent très bien que vous allez avoir un budget déséquilibré juste Hum. parce qu'ils vous ont donné moins. Donc c'est juste pour pouvoir faire une demande de subvention, il faut un budget à l'équilibre. Et en fait, c'est un budget, on va dire, dans l'idéal. Après, comme vous allez avoir moins, vous allez avoir moins de dépenses, ou vous allez essayer de faire Oui, attention d'équilibrer, sur quoi. Hum. différents postes. Mais juste pour pouvoir demander la subvention, il faut un budget à l'équilibre. Mais Oui, après, il oui, sera déséquilibré positivement ou négativement dans tous les oui, cas. d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le principe de budget à l'équilibre? Parce que je sais que c'est assez compliqué de... Enfin, c'est pas compliqué, c'est pas intuitif de comprendre tout de suite pourquoi on demande un budget à l'équilibre. Alors, je considère qu'il n'y a pas d'autres questions. À la fin de ce slide, en tout cas, je vais vous envoyer ce slide-là à tous pour que vous puissiez donc le re-regarder de nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je serai heureux d'y répondre. Et, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture cette formation-là? On peut revenir à un point au début sur le compte de résultats ou sur ce qu'on présente en AG, peu importe, hein. Si vous avez des questions au cours de la formation, n'hésitez pas. Oui, bah moi, c'est le résultat en trois catégories. C'est pareil, quand on a un tout petit budget d'association, il est quand même obligatoire de faire apparaître les trois parties. Résultat d'exploitation financier exceptionnel, c'est... Je sais bien que c'est... alors là, c'est une présentation, on est dans l'idéal, on est pour des structures, on va dire, qui sont quand même, alors, je vais mettre des grosses guillemets, mais assez conséquentes. Après, je sais très bien que pour les petites structures, euh, il n'y a pas forcément besoin de faire apparaître les charges exceptionnelles parce que déjà, vous n'en avez pas. Vous en avez donc les charges financières ou produits financiers non plus, ou très peu. Donc après, ça, c'est à adapter selon la taille de votre structure. D'accord. Ce que je vous ai présenté, c'est vraiment dans un monde idéal, ou alors si vous avez une structure avec quand même pas mal de dépenses, de recettes qui peuvent aller dans toutes les catégories que je vous ai présentées. Là, c'est ce type de présentation qu'il faut faire. Parce que, par exemple, la collecte des cotisations et le reversement des licences au comité Oui, départemental, départemental. ça va dans quelle partie, ça? Parce que Euh, c'est... Oui, alors, donc dans quelle partie vous voulez dire si c'est dans la partie 1, 2 ou dans- 3 dans le compte de résultat? voilà, dans le compte de résultat, oui.
Je sais que ça va dépendre. Alors, vous êtes une grosse structure ou plutôt petite? Il y a 260 adhérents, 15 Oui, cours. donc ça va. Donc, vous êtes quand même un club assez conséquent. Alors, il y a deux types de cas. Donc, ça va dépendre de. Il y en a qui le font apparaître dans la première catégorie, donc dans les charges d'exploitation, parce qu'ils considèrent que les cotisations. euh, font partie de l'activité normale. Donc, ça fait partie de l'activité normale, mais ils les font apparaître dans les charges d'exploitation. Et il y en a d'autres qui font apparaître dans les charges exceptionnelles parce que, ils ont, on va dire, que trois versements dans l'année. Enfin, il n'y a que trois prélèvements de part départementale dans l'année, entre guillemets, pour le département, enfin pour le comité départemental. Donc, il y en a qui le font apparaître dans les charges exceptionnelles ou alors dans les charges d'exploitation. Mhm. D'accord. Parce que c'est dommage, des fois, bon, on aime, enfin, c'est plus compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas la comptabilité de voir d'un côté les cotisations, puis d'un autre côté ce qu'on reverse au, co- Oui, oui, au co- Bien mais sûr. effectivement, Ils si vont rien comprendre, quoi. oui, non, mais je sais que c'est en fait pour les clubs, si je prends vos 10 clubs, je suis sûr qu'on regarde les 10 comptes de résultats, il n'y en a aucun qui sera similaire. Donc c'est vrai que quand on me pose des questions, c'est assez difficile parce que je sais que vous reproduisez exactement ce qui a été fait auparavant. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'ai votre compte de résultats sous les yeux et que je puisse vous dire un petit peu. Alors, cette catégorie-là, vous devriez la mettre dans les charges d'exploitation ou plutôt dans les charges exceptionnelles. Mhm. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on me pose des questions comme ça. Et où est-ce que je devrais mettre ça selon mon club? C'est assez difficile pour moi d'y répondre. Il faudrait qu'on regarde ça de plus près. Mais si vous voulez Oui, m'envoyer un mail avec vos questions, c'est avec grand plaisir. d'accord. Puis moi, je pense surtout aux adhérents qui, eux, ne connaissent Mhm. pas la comptabilité. Ben, leur faut des choses simples, quoi, parce que Parce que ouais. vous présentez votre comptabilité à vos adhérents? Bah, à l'Assemblée À générale, oui. l'Assemblée Mais enfin, vous, générale, vous assemblez, mais vous invitez tous vos adhérents? oui. Parce qu'il y en a qui ne le font pas forcément. Il y en a, c'est juste les élus ou quelques partenaires pour pas avoir Bah trop de non. dépenses en assemblée. C'est pour ça, hein, c'était ça Ah, une question. d'accord. Donc, vous Non, vous c'est invitez tout le monde. tout le monde, oui. D'accord, très bien. Mais oui, effectivement, donc oui. Alors, est-ce que, enfin, dans tous les cas, je vais rajouter au PowerPoint mon mail avec, il y aura aussi mon numéro. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et j'y répondrai directement. Merci. Hmm. Est-ce qu'il y a une autre question? Bah écoutez, très bien. Donc moi j'en ai fini avec cette formation-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Je sais qu'à distance, c'est pas facile de présenter toutes ces choses qui peuvent être parfois lourdes ou pas très compréhensibles, surtout pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention, d'avoir participé avec vos questions. Et donc, on va vous envoyer le document en question. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à m'envoyer un mail dans le besoin. Merci. Merci. Jean-Paul, t'as le micro coupé. Merci. Je tiens à remercier Merci, au Nicolas pour cette revoir. présentation et j'excuse aussi Emmanuel Bonaventure qui a eu un emploi du temps, qui n'a pas pu participer à cette formation. Donc, merci à tous pour votre présence et puis à une prochaine fois pour nos prochains webinaires. Il n'y a pas de souci, je vous remercie à tous d'avoir participé et à bientôt. À bientôt. Bientôt. Merci, au Au revoir. Au au revoir. revoir.